Salam alaikum, Azul, bonsoir. L'Algérie, comme tout le Grand Maghreb, est une terre diverse, un creuset identitaire et culturel, une mosaïque d'ethnies et d'apports en tout genre qui y ont afflué au cours des millénaires comme autant d'alluvions venues fertiliser la terre. Nous sommes un pays qui a été chrétien pendant plus de 5 siècles, où les Juifs avaient pu vivre et prospérer pendant des millénaires, dans la paix et la tolérance, où l'islam a conquis les cœurs après y avoir été très âprement combattu. Dans sa configuration territoriale actuelle, l'Algérie est une nation récente, née de la lutte commune de tous ses habitants contre l'une des oppressions les plus féroces et les plus barbares de l'histoire humaine. Ce fut un long combat contre la nuit coloniale, la lutte d'un peuple désarmé contre une puissance mondiale. Mais avant l'occupation française, l'Algérie, comme les autres pays du Grand Maghreb, a existé sous des formes et d'autres, avec des frontières qui fluctuaient au gré des grandes recompositions historiques, comme tout le Grand Maghreb par ailleurs. Notre actuel territoire a ainsi connu de nombreuses mutations frontalières, si je peux m'exprimer ainsi, et des dynasties prestigieuses. Oui, notre pays n'est pas né du néant. S'il semble aujourd'hui tellement vidé de ce qu'il a si longtemps habité, c'est parce qu'il a été dévasté par un régime toxique, mortifère. Malgré toutes les tragiques vicissitudes qu'elle a traversées et avant l'occupation française, l'Algérie, dans ses territoires actuels, même s'ils n'étaient pas ainsi délimités, a connu de longues périodes de prospérité et d'authenticité. Les villes y étaient belles, l'agriculture y prospérait, son artisanat était très diversifié et ses produits étaient renommés pour leur qualité. Les arts y fleurissaient. Et dans ces villes antiques, le savoir-vivre et la plus fine urbanité y étaient réputés. De très anciennes universités y rayonnaient dans tout le monde musulman. Le commerce y était florissant et les échanges avec les autres grandes villes du Maghreb étaient courants. Nous avions des parlers divers et si le berbère était notre langue matricielle, celle de notre identité profonde, dans les villes, nos ancêtres n'en pratiquaient pas moins une derja très épurée, très belle. Et si vous voulez en avoir une idée, écoutez seulement le Shi'r al-Melhoun, ou ces qsidat du Sha'bi, du Malouf, de l'Andalou. C'est ainsi que parlaient nos aïeux. Nos cuisines du terroir, nos arts, notre amour du cheval et de la chasse au faucon ou au levrier, notre poésie, faisaient de nous un peuple esthète et vibrant de vie. Notre pays était une ruche, enthousiaste et fraternelle, même si, comme tous les peuples du monde, il nous arrivait de traverser de grandes difficultés, souvent naturelles, comme la sécheresse, les grandes épidémies, la famine. Mais c'est surtout des invasions que nous avons le plus souffert. Nos terres étaient trop riches et les dynasties qui furent les nôtres n'ont pas su se fortifier, se pérenniser et s'étendre à l'ensemble de nos territoires. Nous étions devenus une proie alléchante et facile pour des empires expansionnistes qui nous ont occupés, qui nous ont divisés, qui ont semé en notre sein non seulement la mort et la dévastation, mais aussi
la discorde et jusqu'à la haine de nous-mêmes. Si nous avions été unis, nous n'aurions pas pu être occupés, colonisés. Et c'est pourquoi que lorsque nous le fûmes enfin, unis, solidaires, sous la seule bannière de la lutte pour l'indépendance, nous avons alors pu nous libérer. Quand ce souffle puissant nous habita et nous souda les uns aux autres, en un seul et grand peuple, tourné vers des espérances de liberté et de bonheur, nous avons alors brisé le joug colonialiste et nous avons reconquis notre chère liberté, trop longtemps incarcérée. Mais, sorti de notre propre sein, de nos flancs, un groupe d'opportunistes qui avaient pris l'armée des frontières en otage allait s'en servir pour nous voler la liberté chèrement acquise. Et ils sont toujours là, à notre tête, 60 ans plus tard, refusant de nous restituer notre pays malgré la formidable mobilisation de notre peuple pour les chasser et pouvoir enfin reconstruire ce pays qu'ils ont dévasté de fond en comble. Aujourd'hui, il ne reste à ce régime que le seul recours à la division, à la discorde. S'il parvient à nous disperser, s'il parvient à nous dresser les uns contre les autres, alors il nous vaincra et il se maintiendra à la tête de notre pays. Alors le Hirak n'aura servi à rien. Et c'est pour cela que nous devons rester unis, indivisibles, malgré nos différences, vraies ou supposées, idéologiques ou identitaires. Nous sommes un peuple pluriel et nous avons des perceptions différentes de la politique, de nos projets de société, de nos credos, politiques ou religieux. Mais de cette diversité, nous pouvons faire une richesse, une démocratie inclusive, d'où seule l'exclusion sera exclue. Nos dimensions sont comme un ciment entre nous, dont toutes nos appartenances, héritées ou revendiquées. Une dimension amazigh, musulmane, arabe, maghrébine, africaine, au-delà des frontières et des crispations. La tolérance est le plus beau chemin pour la paix et la cohésion. Il est tellement plus noble d'avoir le même respect pour toutes les religions, pour le droit de chacun de croire ou de ne pas croire, de pratiquer ou de ne pas pratiquer, pour le respect du libre choix, pour chacun, sans rien vouloir lui imposer. On est d'autant plus fort et plus humble quand nous n'attendons rien de ce que nous entreprenons qu'une juste conclusion. Un peu comme on espère voir germer la graine que nous avons semée, la voir percer, s'épanouir, puis fleurir, puis donner le fruit tant espéré. Le bonheur est dans le bonheur. Et la plus belle des musiques est dans le vent qui caresse les blonds épis à l'aube de l'heureuse moisson. L'amour est une ferveur qui invite la pluie et le chant d'allégresse. C'est l'âme sur la terre pour les hommes de bonne volonté. حالتهم راها ما تعجبش الغيطه مغيطه الكليكه عندنا ما تحشمش شبيبه نايضه راه داير روحو ما يسمعش مزبله واجده والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسه ماكلات صفحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الميمه ما نسات بدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات يا الخاين لاقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاعد طير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك الضيبع بقرت لي تمام ما تنباع توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خليك من البوليتيك
Législative en Algérie dans l'indifférence générale. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi Idir Ounouren, analyste politique. Idir, merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. En face de vous, Brahim Younsi. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci C. Jamal, merci de l'invitation et je salue mon ami Idir. Moi aussi. Alors, et depuis Alger, avec nous, Maître Issa Rahmoun, avocat et militant politique. Issa Rahmoun, merci d'être avec nous. Si Jamal, si Brahim et M. Ounouren, c'est toujours un plaisir d'être avec vous et parmi vous. Merci. Nous aussi, pour nous aussi. Ah ben, nous aussi, Merci. mon cher maître. Oui, bonsoir. Alors, mes chers amis, donc voilà, Mohamed Charfi, le sempiternel surveillant des élections toujours truquées, toujours bourrées, qui vient nous rassurer, nous dire que ça va encore bien se passer. Des partis politiques qui commencent à se bousculer au portillon. On nous parle de à peu près 300 dossiers de candidature qui ont été retirés par les partis et environ 700 dossiers de candidature retirés par les indépendants. Ce sont des listes, des listes d'indépendants. Donc, et M. Chorfi a fait quelques sorties dont nous allons parler maintenant. Alors, nous allons d'abord commencer par écouter M. Chorfi. M. Chorfi, en principe, c'est la vidéo numéro 3. لمت فيه أم يرقم أم ماذا؟ نعم. الناخب نعم. يضع أمام الشخص الذي يريد اختياره. يعمل علامه انكروا كما يقولوا نعم. انكروا قدام الاسم هذا مكان يعني نبشر يعني المواطنين باش ما يخطر كاينين اللي يطرحوا اسئله يقول لك لا دوكا كاين مازال عندنا امهاتنا وابائنا اللي ما قراوش وكيف كذا. المهم اللي كيخير القائمه تاعو عارف شكون عالم الخير، خير الحزب الفلاني ولا القائمه الفلانيه هذيك يهزها والو ما موضح حتى علامه فيها كيهزها ويحطها في الصندوق. خلاص هذيك تحسب الصوت معبر ويحسب لفائده القائمه. ثم ان مادام قلنا بان الناخب هو اللي يختار هو اللي يصنف له يعتبر التصويت نتاعو الفائده نتاعو معناتها يعتبر منح الصوت نتاعو لكافه اعضاء القائمه هذيك بالتساوي. هاي لا يعني تعتبر ورقة ملغاة. ما تعتبرش ملغاة وهذه حرصنا باش تكون في صميم القانون بصراحه يعني التي لم بالطبع اذا كان فسدها ولا كذا هذيك حاجه اخرى يعني الورق الملغاة لكن معروف. إذا وضعها مثل ما كانت فهي تحسب الصوت معبر عنه في فائدة القائمة. ثم سنصدر قرار نشرع في وقته بأنها تحسب لكافة أعضاء اللجنة. لا درك عندنا نوازن بين حق الناخب في أداء الواجب والحق نتاعو هكذا وحق الفئات يعني باش في امكانها باش يعني لي زونديكابي كما نقولوا ولا كبار السن من حقهم ثاني باش تكون عندهم مساعد يخيروهم وهذه تاع شحال يكون هذا يعني بكل صراحه يعني نشوف هناك شغل قال قطره في بحر شحال راح يكون هذا الشيء وهذا اللي اثر عليه احنا كي يدخل معاه المعزل راه ممنوع عليه يتكلم ولا حاجه ممنوع عليه باش يتكلم هكذا ولا راح يعاونوا والاخر اللي يحب يدير لاكروا يدير خاطر هذيك علاش حلينا احنا هذيك كي يحب ما يديرش قال ما نسحق حتى واحد انا نهز الورقه ونحطها في الصحراء. عندما هذه امكانيه يقدر يقول لك ما تسحق حتى واحد. نعم. Alors, il dit des choses et d'autres. Il a dit quelque chose qui a un peu étonné. Vous savez que quand vous mettez une liste, un bulletin où il y a une liste, sans cocher
le candidat que vous avez choisi, normalement, c'est considéré comme bulletin nul. Et d'ailleurs, la loi électorale, elle précise, les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrage exprimé lors du dépouillement. Or, lui, der fatwa, c'est une fatwa. Il a dit, les bulletins qui ne sont pas cochés, alors ici d'une disposition où il va très loin, sans que la loi le précise. Hein. Il dit, les bulletins qui ne sont pas cochés ne sont pas considérés comme nuls, mais comme voix exprimée. Et comme l'électeur n'a pas choisi, on va donner la voix à tous les membres de la liste. C'est-à-dire à la liste. Oui, tout à fait. C'est incroyable. Alors nous allons commencer par demander à Maître Rahmoun de nous éclairer sur ce point. Aïssa Rahmoun, sur ce point. Je ne pense pas avoir un éclairage assez suffisant sur ce point, parce que ça relève d'une absurdité, même d'une imbécilité. C'est ridicule. On ne peut pas expliquer ce procédé juridique et politique à la fois, mais ça n'a jamais existé, même dans les dictatures, dans les régimes autoritaires les plus sophistiqués. Ils ont l'audace de le déclarer en plus. Mais est-ce qu'il a le droit, lui, d'abord, normalement, lui est censé surveiller les élections. Il n'a pas à émettre des dispositions nouvelles dans le déroulement des élections, d'abord. Ensuite... Et bien sûr, la loi ne le prévoit pas. Oui, et puis, est-ce qu'il a le droit, lui, de légiférer, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est en train de légiférer, de nous introduire de nouvelles dispositions électorales, alors que la loi électorale vient juste de sortir et qu'elle n'a pas prévu ce qu'il est en train de nous dire sur le plan légal? Vous l'avez très bien exprimé en disant « fais-toi ». Mais une fatwa face à la force de la loi. La loi, elle est là. Et l'esprit de la loi ne donne aucune prérogative aux gardiens des élections, à celui qui surveille, à celui qui contrôle tout le processus électoral. Du coup, ils sont en train d'officialiser la fraude électorale, de rendre normal, de normaliser la fraude qui peut exister par l'expression d'un bulletin nul en cochant sur toutes les listes. D'une part, ils vont bien sûr avoir un taux de participation plus élevé en distribuant comme ça des voix. C'est un jeu de poker réellement. C'est ce bookmaker, je dirais que Chorfi est un bookmaker distribuant ainsi les voix exprimées par un bulletin nul au profit de tous les candidats. Ça relève d'une absurdité juridique et politique à la fois. Restez avec nous, Aïssa Rahmoun. Je souscris parfaitement avec ce que vient de dire Maître Rahmoun. Le souci, Monsieur Chorfi il s'est improvisé imam, vous avez dit c'est une fais-toi. Pour moi, c'est un garde champêtre. Je suis désolé. De l'époque coloniale. C'est exactement ce genre de procédé. Vous l'avez très bien dit dans votre question. Cette question frise l'absurdité, je veux dire. Mais est-ce qu'il a le droit, lui, il a pas de le légiférer droit. de cette façon? Non. Il a dans des missions qui sont très précises pour l'organisation, la surveillance des élections, comme son nom l'indique. Oui. Pas plus, pas moins. Et c'est un récidiviste, parce que le scrutin précédent, il avait sorti une énormité aussi. Alors imaginez-vous une laquelle, liste. rappelez-nous. Je m'en souviens plus, je suis désolé. C'était à propos, et c'était à la veille des élections, hein, oui. Où il avait dit, je m'en souviens plus. Il est tellement coutumier du fait. Voilà, fait. Non, pour être récidiviste, il est récidiviste. Le fait aussi de considérer, vous l'avez souligné là quand vous avez eu la loi électorale, le fait de cocher. D'abord, c'est une atteinte grave, très grave, quand on dit tête de liste dans un parti politique. Oui. Ça veut dire quelque chose quand on a fait l'école d'un parti politique. C'est important. Oui. Il y a plusieurs critères, la surface de contact, la moralité. C'est le meilleur d'entre nous qui est en tête de liste. Ou alors c'est quelqu'un qui a acheté la tête de liste à 7 milliards de centimes. Je parle de véritable parti. Par contre, là, vous ouvrez un boulevard. Et vous m'ouvrez un boulevard, je vous remercie. C'est le boulevard majoritaire. Oui, tout à fait. Vous m'ouvrez un boulevard pour m'exprimer. Les gens qui ont acheté des têtes de liste, ça se trouve dans 2-3 partis. Et pourquoi ils ne donneraient pas un signe de bonne volonté, ce pouvoir, en disant cette élection, il y a un moratoire sur ces partis-là, ils n'ont pas le droit de se présenter parce qu'ils ont fraudé, parce que c'est un problème de moralité. C'est pas le fait que le citoyen... C'est l'inverse, en fait. La plupart des têtes de liste ont acheté leur tête de liste. Oui. D'une façon ou d'une autre.
Soit Tout à dit en fait. passant. Non, mais, on sait très bien comment ça se passe dans les partis. Bon, Voilà. il y a des Il y a gens des coups de qu'on fil, pousse, il y a des coups de fil choses, jusqu'à il y a- 2-3 voilà. heures du matin. Bon, j'ai Voilà, pas envie de... voilà. Bon, voilà. Donc, On aura compris, oui, mais ça se fait parce qu'on se dit, bon, notre ami doit passer... Mais à ça la ne fait limite, pas au il dit détriment de là- l'argent, ça ne fait pas de contrepartie d'argent. Ce que je veux dire, c'est que en laissant le citoyen voter sur le tête de liste ou pas tête de liste, on enlève l'autorité naturelle et organique du parti sur le candidat, surtout dans des élections communales, surtout dans des élections mais à la limite, législatives. dire, à la Oui. limite, la loi électorale a tranché, et c'est une loi, même si c'est une ordonnance en l'occurrence. Oui, oui. Mais là il n'y a ni loi, il y a un monsieur qui se dit le patron de l'agence de L'ANIL, surveillance, et qui arrive, qui débarque, qui légifère à contrario de la loi, Tout à fait. en contradiction avec la loi. Mais comme a dit Ibrahim il y a quelques semaines ou quelques mois, c'est quelque chose qui m'a parlé. Il a dit, heureusement que le citoyen commence à avoir un autre comportement électoral. Il a dit dans un autre contexte. Hein. Et ça, c'est très important. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a eu l'élection du 12-12 qui n'est pas valide et qui n'est pas légitime. On a eu le référendum du 1er novembre, d'ailleurs, au-delà de la sacralité du 1er novembre, on ne reviendra pas là-dessus. Ce n'est pas ces élections législatives qui vont crédibiliser ou légitimer le système. Ce n'est pas possible. Donc, cette politique a été inspirée évidemment par le commandement militaire et tous les jours, on a les preuves tous les jours qu'on nous emmène vers une impasse, je vais employer un mot un peu pompeux, vers une impasse historique. Et avec des conséquences que personne ne peut imaginer là aujourd'hui. Et c'est ces questions-là. Il faut qu'à un moment donné, le commandement militaire revienne à la raison. Ce n'est plus possible. Et pour apporter de l'eau à votre moulin, je rappelle que monsieur, comment il s'appelle, Chorfi, a dit lui-même, et d'ailleurs je demande à Hussein de nous trouver la vidéo si c'est possible, il a dit lui-même qu'il a été désigné par Gaït Saleh, l'ex-chef d'état-major, le défunt ex-chef d'état-major. Vous vous rappelez, il l'a dit lui-même, il l'a déclaré publiquement. Je remercie Ahmed Gaït Saleh de m'avoir choisi pour ce poste. Hein, mais Brahim Younsi, sur ce point. D'abord, vous venez de dire la loi. Ouais. D'abord, il y a une violation flagrante de la loi. La loi est claire. Ensuite, ce que fait M. Chorfi, c'est qu'il annonce une fraude légale. À partir du moment où il fait une exégèse, passez-moi le mot, Faites-toi. il fait une exégèse. C'est trop d'honneur pour lui. Voilà. Et qu'il décide, hein, une personne, si j'ose dire, que voilà, on change les règles, à savoir qu'une liste, même si elle n'est pas cochée, tout le monde passe. C'est toute la liste qui passe. Qui prend une voix. Oui, qui prend C'est-à-dire une voix se multiplie en 12 ou en 13 ou en 14. Voilà. Donc, plus il y aura de bulletins nuls, voilà. plus en fait il y aura de votants. C'est un système électoral assez curieux. Que à expansion variable. Oui, mais les spécialistes des élections, et notamment celui que je connais le mieux, c'est Maurice Duverger, ne s'en sortira pas. Parce que ça ne participe ni de la proportionnelle intégrale, ni de la proportionnelle relative, ni de quel système électoral que ce soit. Mais quelle est l'arrière-pensée dans cette décision choisie par quelqu'un qui n'a rien à voir normalement, qui est là que pour surveiller les élections, et qui a décidé d'introduire une véritable disposition qui va changer profondément la donne de la participation. Oui, quelle est son arrière-pensée en décidant d'un bulletin nul, que non seulement il n'est pas nul, mais que tous les candidats qui figurent sur la liste auront droit à une voix venant de ce vote non exprimé. Je viens de le dire. Il viole la loi. Mais pourquoi ? Quel est le but recherché ? C'est d'une certaine façon, à mon avis, c'est pour appeler les candidatures de partis qui, pour le moment, ne vont pas aux élections. Et appeler que... Est-ce que ce n'est pas aussi pour multiplier le nombre de voix exprimées ? Non, c'est certain. Mais ce n'est pas parce qu'il prévoit une abstention record.
Et c'est ce qui leur fait peur. Ce n'est pas tant les suffrages exprimés, c'est l'abstention, c'est le boycott. Oui. Un boycott qui va être encore plus fort que le 12-12 ou que le 1er novembre. Et parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a remarqué tout à l'heure. Ouais. Oui. Et vous avez rebondi aussi, et c'est important de le dire, c'est que le bulletin qui est censé être nul, il va être considéré comme un bulletin validé. Et ça va mécaniquement augmenter le taux de participation. Ouais, non puisque seulement le validé, oui. mais multiplié. Oui, bon, multiplier, je ne connais pas les termes exacts de la loi électorale, donc je ne peux pas m'avancer là-dessus. Mais le fait que Un bulletin nul devient une voix exprimée. Une voix exprimée, ce qui fait que le taux de participation mécaniquement augmente, quoi. Voilà. C'est pas le taux de participation, Non, c'est le taux de voix exprimée. Ouais, Suffrage le suffrage exprimé, pardon. Suffrage On est jeté- Alors nous allons parler de ces partis qui ont commencé à annoncer le boycott. Pour le moment, ils ne sont qu'au nombre de deux. Louisa Hennoun, le Parti des travailleurs, et le RCD. Alors, Issa Rahmoun, sur les deux partis qui ont exprimé, mais nous allons d'abord voir une vidéo de Louisa Hennoun, la déclaration de Madame Louisa Hennoun. عدم المشاركة في تشريعيات 12 جوان المقبل وتعتبر اللجنة المركزية هذا القرار استراتيجي وليس تكتيكي. On ne l'a pas entendu dire qu'elle ne... Mais en tout cas elle annonce le boycott des élections par son parti. Et Mohsen Belabbas, le président du parti RCD, pareil. Issa Rahmoun, sur ces deux partis qui ont annoncé boycotter les élections, non pas s'abstenir, mais boycotter, ça veut dire appeler leurs candidats à ne pas voter et ne pas présenter de candidats. Oui, je pense qu'il y a trois partis aussi. Il y a le MDS qui s'ajoute à Ah, le MDS. Oui, merci. Oui. Donc, pardon pour le MDS. Voilà, des partis autant pour moi. Boycott cette joute électorale qui est le législatif, le RCD, le Parti des travailleurs et le mouvement démocratique et social. En attendant les autres, on l'espère, du moins les... Quels autres? À qui vous pensez au juste? Spécialement, je pense au Front des forces socialistes. Et est-ce qu'il y a des nouvelles? Écoutez, je ne suis pas militant de ce parti, je ne suis pas lié organiquement, mais selon les débats les entretiens qu'on a eus avec les responsables de ce parti, qu'ils soient membres du Conseil national ou dans le secrétariat national, la tendance est à respecter la vie de la base. Et la vie de la base du Front des forces socialistes, dans sa globalité, dans sa majorité, tend vers le boycott de ces élections. Mais la direction ne tombe pas dans la même direction, la direction qui est allée voir Tebboune. Les indices nous fait croire effectivement que la direction est dans une démarche d'approche. Souvenez-vous des événements de 2001, par exemple, qui ont secoué la Kabylie, principalement en Algérie, où il y avait cette feuille de route du président Hussein Eid Ahmed qui n'est pas la même donnée actuellement. Parce qu'à l'époque, c'était l'embrasement d'une région de l'Algérie. Si Hussein avait évoqué le phénomène et le danger de la tchétchénisation de cette région, l'argument de 2001 ne peut pas tenir la route en 2021. Pourquoi il s'agit d'un Hira qui a touché toute l'Algérie? Ce n'est pas seulement un Hira qui est spécialement lié au centre du pays, à la Kabylie en particulier, mais aussi il s'agit de sauver, de rester dans la ligne politique de ce parti qui est respectable. Ses positions dans le passé, l'histoire de ce parti ne mérite pas d'être sacrifiée, d'être hypothéquée par une simple joute électorale. Parce que le Hirak est là, la révolution elle est là. La structure mentale des Algériens, la manière de militer, de percevoir et d'entreprendre des actions politiques, elle a changé par rapport aux années précédentes. Le défi se lance aussi à la direction du FFS. Est-ce que le FFS va s'aligner, va s'allier au Hirak, ou est-ce qu'il va tomber dans les bras du régime? Mais très franchement, la question, je la posais à Idir avant de vous laisser s'exprimer sur le reste. Le FFS,
est-ce qu'il n'est pas, je parle de la direction du FFS qui a été reçue par Tebboune et qui semble vouloir aller vers les élections. Est-ce que ce n'est pas suicidaire quand on sait que le FFS, il a été malheureusement ghettoisé à une seule région, la Kabylie, qui est quasi majoritairement unanime pour le boycott. Et quel boycott quand on a vu le boycott des présidentielles et du référendum sur la Constitution. Quasiment 0 vote. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité, j'allais dire. Et le FFS, qui est confiné dans cette seule région et qui veut aller aux élections, c'est pas de la folie furieuse, ça? Je pense... je me dis que les dirigeants du FFS qui ont répondu à l'invitation de M. Tebboune n'ont pas pris la véritable mesure de leur geste politique. Parce que, comme je dis souvent, il y a des symboles qui sont plus forts que l'histoire politique, mon cher Aïssa. Ce symbole-là marque et estampille le FFS, quelque part. Parce que quand on revient à la nature même, au-delà de glorifier M. Aït Ahmed, au-delà du... la plupart de ces analyses, bon, il y a des différends avec Brahim, mais moi je vais m'exprimer. Quand il parle d'autodétermination, c'est l'Istiqlal. Quand il parle d'État civil, ni État, c'est toutes ces questions-là. Et finalement, c'était sa vision d'Algérie. Comme je dis souvent, M. Aït Ahmed n'était pas un homme d'ambition, ça se serait su. C'est un homme de projet, tout comme d'autres grandes personnalités qu'a connues le pays. Il semblerait, et d'après quelques indiscrétions, que la participation du FFS aux prochaines élections n'est pas encore actée. Ce n'est pas simplement à cause de la base, c'est que le Conseil national, dans sa grande majorité, va, et là je souscris à ce que disait en termes d'indiscrétion Aïssa Rahmoun, la tendance est plutôt vers le boycott. Il ne faut pas oublier, dans l'histoire du FFS, le FFS a participé à 2-3 élections, parce qu'on appelle bien M. Aït Ahmed, et ce n'est pas faire des honneurs à sa mémoire. Quand Aït boycott, on l'appelait, parce qu'il boycottait tout, parce qu'il avait son projet de constituante, etc., etc. Donc je pense que la direction du FFS, si elle est complètement démocratique, il n'y a pas de retournement par qui vous savez dans l'appareil, je pense que la tendance serait au boycott. Il me semble qu'on s'achemine plutôt vers ça. Et sur les partis qui ont appelé au boycott? Les partis qui ont appelé au boycott, moi je pense que le RCD était dans sa logique complète depuis le début, parce que la place des partis politiques, dont le FFS, bon, avec Brahim, il y a encore des différends quand il aborde la question des partis, et c'est vrai, tu rebondiras tout à l'heure, c'est que les partis, les personnalités politiques doivent être à côté du Hirak, doivent porter le Hirak. C'est le cas du RCD. Oui, c'est le cas du RCD. Et il y a aussi les militants du PAC, ça fait du PAC, du MDS, de Fethi Gharass et de tous ses camarades, ils sont à l'intérieur. Et les partis d'opposition doivent être au cœur du Hirak, pas en étant les idéologues du Hirak, mais doivent coller aux aspirations du peuple. Parce que n'oubliez pas que c'est une révolution populaire. Et c'est ces questions-là qui doivent agiter, qui doivent interpeller même les partis politiques. Parce qu'on ne peut pas, les personnalités politiques, qui peuvent avoir à un moment ou à un autre une capacité d'influence certaine. Et à partir de ce moment-là, moi je pense honnêtement que la masse critique commence à être atteinte au niveau du Hirak. La cristallisation se fait. Au-delà de quelques slogans où il y a eu peut-être des excès, des gens excessifs, mais dans toutes les révolutions, il y a de l'excès. Ce n'est pas le souci. Si jamais on a un taux de participation qui avoisinerait, qui serait moins enfin, oui, entre 15 et 18%, ça décrédibiliserait le système et le pouvoir en place. C'est mais pas possible. Il aura le recours habituel à la fraude et au bourrage des urnes. Oui, mais ça, on ne peut pas. Alors moi, je dis une chose, c'est que pour être dans la cohérence politique, personne ne doit aller voter. Oui. Enfin, la majorité des Algériens, si tant est que le Hirak représente la majorité, je vais reprendre les arguments de M. Tebboune. Oui. Personne ne doit aller voter. Quand on dit la Kabylie nftakhar bikoum, non, faites dans des traditions de lutte, faites comme nous, faites comme la région kabyle, c'est-à-dire boycotter, parce qu'il y va du destin du pays. C'est pas là on est à un endroit, je veux dire, on n'est même pas à la croisée des chemins, c'est un moment, c'est une charnière. Ah oui, tout à fait, c'est crucial. C'est une croisée des chemins. Mais, ou c'est ça, ou c'est ça. Mais le pouvoir, une fois. D'ailleurs, nous allons écouter Makhaled tout à l'heure qui va dire ça. Il va dire ou c'est ça, ou c'est ça. Mais vu de son point de vue, pas du vôtre. Oui, ce que je voulais dire, juste Brahim, je termine, pardon. À partir du moment où, même s'il valide l'élection, parce que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est là qu'on ne veut pas comprendre, c'est qu'on subit l'agenda du système.
On est là toujours à dire on boycotte pas, on n'y va pas. Il n'y a pas d'alternative politique Absolument, construite, il n'y a absolument. pas de vision. Comment coordonner? Il y a des dizaines d'initiatives, elles doivent converger à un moment ou à un autre. Comme je dis souvent, les égos doivent être mis au vestiaire. On est à l'échelle du destin d'un pays. Combien de fois, il me semble, Ibrahim aussi, on a un seul mot d'ordre, c'est la transition. Comment arriver à la transition? Comment l'arracher et l'articuler? Voilà, Nous allons parler après, on parlait pour voir si le régime ne veut pas accompagner cette transition et la contrôler lui-même. Mais nous venons d'apprendre que le FFS vient d'annoncer, ne vous réjouissez pas trop vite. J'ai rien dit. Voilà, j'ai vu comme un sourire. Non, du tout, du tout. Alors que son congrès ne sera tenu que la fin septembre. Son congrès extraordinaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de congrès imminent, quoi. Ça veut dire que très probablement, peut-être que c'est pour dire que rien ne sera discuté au sujet des élections. Bah, ils ont un conseil national ordinaire, incessamment sous peu. Hein. D'accord. Ils sont obligés de le tenir, ça. Brahim Younsi, sur ces... Moi, je reviens sur la question des partis. D'abord, le pouvoir. Congrès ordinaire, hein, je me suis trompé, hein, ce n'est pas congrès extraordinaire. Oui, congrès oui, ordinaire qui oui. était prévu donc pour la fin septembre. Logiquement, oui. D'abord, le pouvoir illégitime. Le pouvoir illégitime n'a pas, me semble-t-il, et cela s'est vérifié d'élection en élection, n'a pas l'électorat pour son projet, si tant est qu'il en a un. Il n'a pas d'électorat. Ça se saurait. Voilà. Il n'a pas d'idée, pas de projet. Rien. Il n'a pas d'électorat. Certains partis politiques non plus n'ont pas d'électorat, qu'on le veuille ou non. Oui. Nous avons aujourd'hui deux partis qui ont un électorat localisé, qui se partagent. Il faut le dire. C'est le RCD et le FFS. Et nous savons tous, parce que nous avons... Vous parlez de la Kabylie? Pas seulement. Mais pourquoi alors que ces deux partis? Parce que c'est les seuls partis qui ont... Si, il y a le MSP. Le MSP qui a un électorat relativement considérable. Relativement, oui. Mais le RCD aussi, il est relativement considérable. C'est infime. Oui. C'est infime. Et je crois qu'il est plus important que celui du RCD. Le MSP. Oui, sans doute. Oui, sans oui. doute, sans doute. Il est présent sur les 48 wilayas. C'est quand même, je pense qu'aujourd'hui, avec cette révolution, il est trop collé au pouvoir pour avoir le même électorat. Trop. Il est trop collé. À un moment donné, il jouait un peu l'opposition. Aujourd'hui, c'est clair. Il est trop collé. Il a fait partie de l'alliance présidentielle du temps de Bouteflika. En plus. Ouais. Bon. Ils sont domestiqués. Mais ce qui est... ça, moi, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Mais dans tous les partis, Idir et moi étions dans des partis, tous les partis sont traversés par des cours et par des stratégies, et on revient à l'ambition aussi. Est-ce que on sait que dans le FFS, il y a des divisions profondes, et notamment des divisions entre la direction du parti et la base. De plus en plus, semble-t-il. Oui, il y a une rupture, ouais. Il y a une rupture assez sérieuse, très sérieuse, qui peut mettre en péril le parti. Alors que la base du FFS passe pour être la plus disciplinée des partis politiques algériens. Voilà. Donc il y a enfin, même si le FFS a connu aussi dans les années 60 et 70 des périodes de rupture, et de rupture très, très importantes et très sérieuses. Très importantes et très sérieuses. Il me semble qu'il est en train de traverser les mêmes ruptures. Est-ce qu'il y a les mêmes fissures et les mêmes ruptures au RCD? Et il y en a eu. Tu le sais mieux que moi. Et il en a eu. Quelles sont les ruptures, quelles sont les fissures dans les partis? Est-ce qu'il y a des personnalités dans le RCD et dans le FFS qui, malgré tout, malgré le boycott annoncé, vont quand même constituer des listes? D'accord. À titre indépendant? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Mais néanmoins, ils seront à compter sur la comptabilité du RCD ou du FFS. Oui. Mais c'était tellement visible et engagé dans des partis du RCD et du FFS qu'ils auraient encore l'étiquette
d'étiquette du RCD et du FFS. Parce qu'il y a aussi des ambitions. Il y a des responsables politiques qui veulent aussi absolument avoir aussi une retraite. Qui veulent des avantages, j'allais dire, sociaux, oui, qui veulent avoir, jouer un rôle, même marginal, mais jouer un rôle. Comme l'a dit Aït Ahmed, l'attrait de la mangeoire. Mais voilà, mais cela a toujours existé. Toujours existé. Alors, nous allons écouter maintenant ceux qui sont pour la participation, du moins quelques-uns, parce que selon M. Chorfi, retrait de près de 700 formulaires par les partis politiques. Que les partis politiques. 700 formulaires. C'est les indépendants, 700. Non. Les partis politiques et 300 indépendants. Et 300 parmi les indépendants. Se pose un problème, M. Benchenou. Oui. 700 listes, 700 dossiers. Oui. Maintenant, c'est pas énorme. Hein. S'il y a 48 wilayas, et dans chaque wilaya, sur une moyenne pondérée, oui, de 12, 13, 14, 15 députés, parce que la wilaya d'Alger, moi je sais qu'à wilaya de Tizi Ouzou, il y avait 21 circonscriptions. Donc, mais la plupart des partis ne se présentent que dans une dizaine de wilayas générales. D'accord. Je crois avoir vu que 46 partis auraient... Voilà, 46 ou 47. Oui. Voilà. Mais comme généralement, ils ne prennent que 10 wilayas, 12, 13, ils n'ont pas les moyens ni la popularité pour être candidats partout en Algérie. À part le FLN, le RND, le MSP. Le 700 m'a parlé. Alors, nous allons écouter d'abord M. Makari du MSP. وتكون هذه المرة فرصة حقيقية لاجتماع الجزائريين وتآلف الجزائريين وتوافق الجزائريين وتعاون الجزائريين والتركيز على الأولوية وهي أولوية التنمية ورفاه الجزائريين وسعادة الجزائريين ورفع مستوى المعيشة على الجزائريين بالعمل وبالجهد. وإما تكون العياذ بالله فرصة أخرى ضائعة وقد تكون لا قدر الله الفرصة الأخيرة المحطة الأخيرة لأن الظروف الموجودة اليوم ما كانتش موجودة البارحة. ما زلنا عايشين بقطرة البترول. قطرة البترول بح خلاص. سننتقل للتفكير والهم. Alors, M. Makari nous dit, réellement, si on vote, c'est Khatem Sidna Suleiman. Tout va s'arranger. Il parle sous la dictée de qui? Et il nous dit, par contre, si on ne vote pas, ce sera une chance ratée, et plus qu'une chance ratée, ce sera la dernière chance. Et nous allons écouter aussi M. Sofiane Djilali. هنالك استحقاق مهم جدا في 12 جوان. الإخوان اللي حابين يقاطعوا من حقهم. تحب تقاطع وتفهم الموقف نتاعك وتروح تتكلم مع المواطن حقك. ولكن انت حبيت المقاطعة وتضغط على الناس باش ما يصوتوش حتى وإلا كانت الإرادة نتاعهم، هذا مش من حقك. ولازم نقولوا لكل جزائري مهما كانت يعني الموقف والموقع نتاعهم، قولوا لهم ما عندكمش الحق تضغطوا كأنكم ديكتاتوريين على الآخرين. نسمع ناس يتكلموا في بعض القناة يقول لك خلينا نديروا جهودنا كلنا مع بعض مهما كانت الأفكار تاعنا نحطوها بجهة، هيا نسقطوا النظام ومن بعد نرتاحوا شوية ونشربوا قهوة مليح ونرتاحوا شوية ومن بعد نوضوا نبنيو. يعني هذا حلم تاع ربما في والت ديزني، ماهوش في الواقع. Et nous allons écouter M. Benguerina avant de commenter. M. Benguerina. إن قطار الإصلاحات الذي انطلق من تنظيم الانتخابات الرئاسية السابقة ومكننا من تنصيب رئيس للجمهورية ومكن حينها من استعادة الشعب لجمهوريته المختطفة بتنصيب رئيسا للجمهورية سيواصل مساره بتنظيم
لتنظيم قريب انتخابات برلمانية ومحلية. نرى في حركة البناء الوطني أنها تتطلب أولا ضمان التنافسية الشريفة، وعليه نقترح اعتماد ميثاق الشرف الانتخابي للحفاظ على نزاهة الانتخابات. نحن منفتحين لأي اقتراح من الاقتراحات، لكن نحن متحالفون مع كل قوى المدافعة عن الحل الدستوري من أجل إنفاذ الاستحقاق الانتخابي يوم 12 juin. Aïssa Rahmoun, sur les uns et les autres, qu'est-ce que vous pensez de leur déclaration? On dirait qu'on est revenu à la norme institutionnelle, à la norme conventionnelle, mais aussi à l'expression réelle populaire. Écoutez, Ben Guirina était candidat à la présidence du 12-12. Il n'a pas eu le soutien nécessaire ou l'appui nécessaire des décideurs, des tenants du pouvoir décisionnel politique en Algérie pour qu'il accède à la présidence. Parce que réellement, comme disait Karim Tabou, il y a les grands électeurs, il y a le peuple. Quand les grands électeurs se réunissent, c'est de décider qui va être président. Dès lors, ce monsieur qui était candidat à une présidentielle, dans les règles politiques, dans les règles éthiques de la politique, il devait se mettre dans l'opposition, du moins par rapport au président. Mais on le retrouve aujourd'hui faire la promotion du processus du 12-12, d'une part. Tim Smaoul Siljilali Sofiane, d'une déclaration assez légère, disait qu'on respecte la position des gens qui ont appelé au boycott. Mais au passage, il a oublié que ceux qui étaient pour le boycott, la non-élection du 12-12, et ce processus entamé par les vrais décideurs algériens, ils n'ont pas permis à ces militants politiques, à ces partis politiques, d'avoir des salles et communiquer avec les Algériens, d'avoir des plateaux, de bénéficier de plateaux sur des chaînes de télévision publiques et privées pour expliquer et faire leur plaidoyer, leur lobbying, leur travail de lobbying sur l'importance de l'élection présidentielle ou leur position réellement. À la belle, quand on entend ces discours, ونروحوا لكامل الحملات الانتخابيه من الجزائر من 62 مليون et principalement de 99 à nos jours, on va retrouver la même sémantique, le même vocabulaire, le même discours. C'est-à-dire, en fin de compte, qu'on n'est pas dans une Algérie nouvelle, qu'on est dans la continuité du système. Il faut se rappeler aussi que Tebboune avait fait une déclaration sur son dernier interview avec de journalistes, des interviews toujours arrangées et montées à la fois, qu'il avait fait appel à la société civile. Et le régime actuellement veut se recréer une autre clientèle, une autre base politique à travers ces trois piliers qui sont Ben Guirina, Djilali Soufiane, Moukri et les autres candidats qui ont retiré des istimarat ta'tarashouh qui viennent de la société civile. Quel est l'avenir du FLN et du RND? On ne peut pas se prononcer sur cette question. Pourquoi? Parce que déjà que le Hirak avait refusé ces partis politiques, l'ancienne coalition présidentielle Tabouteflika. Est-ce que le régime est en train de se refaire une nouvelle assise politique et sociale, qui est bien sûr notre face de la même monnaie que celle de Bouteflika? Réellement, tout compte fait, le régime n'a pas changé. Les pratiques n'ont pas changé. Les normes du régime et les manipulations du régime à travers ce genre de procédé électoral n'ont pas changé. Et c'est pour cela que aujourd'hui l'Algérien est désintéressé, la rupture elle est consommée. Il est désintéressé par rapport aux joutes électorales organisées par le régime. Et vous pensez, Aïssa Rahmoun, que le régime est en train de nous concocter un RND bis avec Nida Al-Watan dans le même temps
qu'il est en train d'évacuer l'RND et le FLN, ses ex-soutiens totalement démonétisés, qui sont devenus contre-productifs, très compromettants. Est-ce qu'il est dans cette logique de remplacer un RND par un RND bis, de se créer un nouveau FLN avec une coquille toute fraîche, et plutôt que les anciens apparatchiks du FLN, du RND, des jeunes qui viennent d'associations, etc. Et je rappelle que M. Tebboune a promis de financer tous les candidats jeunes qui vont s'engager dans cette élection à un niveau très, très, très important, pour dire qu'ils sont tellement en manque de candidats et de volonté de voter qu'ils vont presque aller les chercher, je ne sais pas par quel moyen. Oui, le régime est dans le recrutement de sa base politique et sociale à la fois. Réellement, quand on donne... Le peuple algérien aujourd'hui, lui, la misère. Vous savez que la flambée des prix... Ben, on va y arriver, on va y arriver. C'est le sujet qui va venir juste après. Justement, je voulais faire un passage. Oui, allez-y. La misère, elle s'installe davantage dans la société. On le voit on le voit dans les marchés. Je fais les marchés, on voit la flambée des prix. Est-ce qu'on peut se permettre ce luxe d'organiser à chaque fois des élections et d'offrir à ces candidats, ces jeunes candidats, des sommes faramineuses pour organiser leur candidature et leur campagne électorale? C'est une autre manière de corrompre la société et de s'assurer une assise politique et sociale, comme ça a été fait du temps de Bouteflika, du temps du régime. Réellement, le régime n'a pas changé. Et du coup, vouloir créer un autre parti comme le RND, Sirkhar Bourgarbi, à l'occasion d'une rencontre à Hagda, il nous disait que l'un des partis les plus importants en Algérie, c'est l'administration algérienne. À partir des secrétaires généraux, des communes, des daïras, des wilayas, des différentes directions, ça influence, ça va être un nouveau parti de l'administration algérienne. Et restez avec nous, pardonnez-moi de vous interrompre, sur ces partis qui sont exprimés pour les élections. Il y a deux manières de les aborder. Quand j'entends M. Sofiane Djilali, il a employé un mot que je n'avais pas écouté lors de la précédente émission, où il parlait que les gens qui veulent boycotter puissent boycotter. Et il a rajouté, mais qui laisse les gens aller voter. Oui. Ce qui en soi, que ça peut être admissible dans un cadre démocratique, il n'y a pas de souci. Mais juste après, sur le passage d'aujourd'hui, il a dit ce serait une dictature. Je dis la dictature, c'est pas de ce côté-là qu'il faut la chercher. Hein. C'est pas du côté du peuple ou des gens qui boycottent. Hein. C'est plutôt de l'autre côté, c'est l'autre versant qu'il faut aller le chercher. Quand il dit qu'on donne au moins accès pour montrer, disons, une espèce de... Je vais faire le mauvais génie. Donner accès aux médias, comme l'a dit M. Rahmoun, à une contre-campagne, mais dire pourquoi l'élection des législatives ne réglera pas le problème des Algériens. Il y va de la cohérence politique, je veux dire. Si on considère que l'élection de M. Tebboune le 12 décembre est illégitime et frappée du sceau à la limite de l'illégalité, il faut le dire, mais il faut aller dans ce schéma-là. Mais on ne peut pas y aller sans, dans cette cohérence politique, dans une espèce de stratégie de l'affrontement. On le fera de manière apaisée. Et parce que, je ne sais pas ce qu'a dit, M. Nekaz a dit dans ses sorties un peu sorties de nulle part, si M. Tebboune s'improvise candidat de la transition, qui termine son mandat. Je veux juste apporter une précision, Idir, pour ceux de nos téléspectateurs qui ne connaissent pas très bien les médias algériens, ni les méthodes du régime, que ce que vous êtes en train de dire sur Sofiane Djilali. Effectivement, les gens qui appellent au vote, les gens qui appellent à participer, ils ont porte ouverte dans tous les médias publics. La télévision algérienne et la cinquantaine de télévisions inféodées au régime, et les journaux et les radios. Je rappelle qu'il y a au moins une radio par wilaya. Ces gens-là ont porte ouverte pour appeler au vote. Mais il n'y a pas une seule personnalité qui est appelée
à ne pas voter ou à s'expliquer, ou du moins expliquer ses arguments, qui ait eu la chance de passer dans ces chaînes. C'est blackout total. Ce que dit M. Soufiane, il ne le précise pas, c'est que ceux qui appellent à ne pas voter n'ont pas le droit de s'exprimer en Algérie. Ils sont blacklistés de manière mécanique. Voilà. Donc voilà. Et puis, bon, vas-y, Brahim. Donc, en gros, pour Mme Hanoun, c'est... Et pour M. Mokri? M. Mokri, bon, il est dans son rôle. Je crois que M. Nahnah a eu un très grand parcours. On peut dire ce qu'on veut de Allah yarhamou. Je crois que c'est une pâle photocopie. Je veux dire, même au niveau peut-être de la négociation avec le système et les gens qui incarnent le système, il n'est pas à la hauteur, je veux dire. Tout à l'heure, vous parlez de scores électoraux. Je suis désolé, M. Nahnah, me semble-t-il, a fait 1 400 000, 1 500 000 à l'élection de Zerouel. Il était au summum. Bon, c'était une candidature à Libye, une candidature de témoignage. Je n'ai pas dit que c'était des élections légales, normales. Oui, non, je disais... Oui. Nous connaissons le système des quotas. Tout à fait. Personne ne peut aujourd'hui dire que l'MSP n'avait pas ses quotas. Oui, en plus, lui et M. Bengrina, et peut-être un degré moins de M. Djabala, je crois que c'est des hommes du passé, ils ne peuvent plus incarner ce projet, franchement. Et moi, j'ai entendu, si je puis m'exprimer ainsi, le dictionnaire des idées reçues, comme dirait Flaubert. Je ne vais pas parler de tout le monde, je n'aurai pas le temps. Mais le président de Gil Jadid, me semble-t-il, il tartine la biscotte des deux côtés. C'est très... On sent la bride. Autrement dit, la biscotte, il a rejoint la biscotte. On sent la biscotte et le beurre de la biscotte. Oui, on sent chez pratiquement tous ceux qui se sont exprimés, et vraisemblablement, y compris un des partis qui boycottent, que nous avons entendu, j'ai l'impression qu'il y a une bride. J'ai l'impression qu'il y a aussi une espèce de répartition des candidats et des non-candidats, de la participation et de la non-participation en fonction des clans auxquels on appartient. D'accord. Ça veut dire qu'à l'intérieur du régime, il y aurait des gens qui sont contre les élections et qui s'expriment à travers les uns et les autres? Oui. D'accord. Oui. Je pense que nous avions parlé des équilibres la dernière fois, et je crois que ça va montrer les équilibres des clans. Quels sont les équilibres? Et ça compte dans une Assemblée nationale qui est bien entendu dirigée à la télécommande. Parce qu'on va pas avoir une Assemblée nationale qui va être indépendante du pouvoir exécutif. Évidemment. Oui, sinon, le régime serait suicidaire. Absolument. Donc, c'est quelle composante au niveau clanique qu'elle pourrait préfigurer, quoi. Absolument, dans cette assemblée nationale qui vient. Et ce que nous avons pas entendu aussi, me semble-t-il, là je vais citer quelqu'un, c'est nos boss, ils nous disent tout pour le peuple, mais rien par le peuple. Il accepte ce qu'on lui donne et il ferme sa bouche. Voilà, rien par le peuple, mais nous ferons tout pour le peuple. Voilà. Mais rien ne doit venir du peuple. Bon, pour aller pas dans le sens de Brahim, parce que je vais digresser un petit peu, c'est par rapport à la majorité présidentielle que veut se dessiner M. Tebboune. Il va miser sur la jeunesse. Pour lui, c'est important. Il va miser sur... Donc, bon, il a déjà eu des rencontres avec M. Sofiane Djillali. La jeunesse qui est branchée à la mamelle. Évidemment. Regardez tout ce qu'a fait son conseiller spécial aux associations et à la société civile. On l'a dénoncé ici au début de sa campagne. Il a fait un ensemble de wilayas, nombres de wilayas impressionnant, avec une valise, évidemment, avec l'argent du contribuable pour justement forcer les associations à essayer de les ramener dans des espèces de confédérations, de promouvoir des candidats, etc. Parce que son souci majeur, c'est qu'il lui faut une majorité présidentielle. Comme vous l'avez souligné, soit dans votre édito ou dans votre propos, le FLN et le RND posent un peu problème.
là, je rejoins Brahim quand il y aura une espèce d'équilibre qui va être joué. Mais moi, je pense que le signe important, c'est qu'ils prennent la décision que ceux qui ont participé à la gabegie de 20 années de gouvernement, de présidence de Bouteflika, ceux qui sont surtout un peu salis par ces approches de tête de liste, etc., à les suspendre, à prendre quelque chose, à faire quelque chose avec le droit pour qu'ils ne puissent pas participer aux élections. Et là, ils seraient terriblement coincés. Ça peut ne pas tenir. Le peuple algérien, de loin, il y a longtemps qu'il est sorti de l'électoralisme. Je crois qu'il est revenu aux élections, il faut le dire, dans les années 90. Il y a une participation, en tout cas, parce que le système permettait cela à ce moment-là, hein, dans un contexte bien particulier. On l'a vu, même si il y avait de fortes abstentions, ou une forte abstention aux élections. Mais il y a une majorité d'Algériens qui ont voté. Et là, il ne pouvait pas y avoir, entre guillemets, de tricherie, parce qu'on avait dit que les élections étaient propres. Vous êtes sûr que c'était une majorité qui avait voté? Oui, 52 à 54% aux législatives. C'est si je prends les chiffres officiels. Très bien. Si je prends les chiffres officiels. Ça représentait un corps électoral de 20 millions à peu près. À l'époque, 19 millions peut-être. Là, oui. Mais j'ai comme plus que l'impression, pour ne pas dire la certitude, que les Algériens, le peuple algérien est sorti de l'électoralisme. Il n'est plus dans l'électoralisme. Mais une question... parce qu'il est dans la révolution. Il ne veut plus changer. Il sait qu'il ne peut pas changer les choses par les élections. Mais justement, dans ce sens-là, Brahim aussi, je vous demanderai de me répondre assez rapidement pour qu'on puisse parler de la dernière thématique, la prochaine thématique. Ce régime est en train de nous dire nous allons organiser pour la première fois depuis l'histoire de l'Algérie des élections vraiment honnêtes, vraiment sincères, où il y aura... si c'est vrai, si ça pouvait être vrai, ça veut dire que ce régime veut tirer une balle dans la tête. Est-ce qu'on peut imaginer un régime qui va réellement organiser des élections d'où sortirait un Parlement qui serait contre lui, qui ne voterait pas ses lois, qui l'affronterait, Est-ce que c'est imaginable? Non, c'est inimaginable d'une part, et d'autre part, le personnel qui l'utilise est le même personnel qui a déjà fraudé. Absolument, y compris Tebboune lui-même. Ben oui, ensuite... Il ne faut pas oublier qu'il est membre du comité central du FLN. Oui, et il ne faut pas oublier qu'il a dit « Qsimou billah, ça tabakh barnamij al-raïs, mahma sara ». Quand il a dit aussi, je suis le président le mieux élu de tous les présidents de la République, ce qui laisse supposer que le 12-12 a été une élection vertueuse. Pardon, le personnel, ensuite, vous le disiez tout à l'heure, on aurait laissé les partis politiques, tous les partis politiques, s'exprimer dans tous les médias. Oui, absolument. Dans tous les médias. Y compris ceux qui ne sont pas d'accord. Évidemment. Ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est la même méthode qui continue. Mais j'ai aussi ce sentiment très fort que le peuple sait que son devenir historique est dans la révolution. Issa Rahmoun. Les prix à la consommation sont en train d'exploser littéralement. On n'a jamais vu ça. Tout le monde s'attendait à ce que la crise économique fasse les effets prévus, mais pas aussi vite ni aussi fort. Or, certains produits de consommation de première nécessité, comme on dit, comme l'huile, les féculents, les fruits et légumes aussi, le lait, le poisson, la viande rouge, la viande blanche, n'ont pas augmenté de 5%, de 6%. Certains produits ont augmenté de 500%, de 400%, de 100%, de 120%. Et ce sont des catégories entières de la population qui basculent dans la misère, pendant que ceux qui ont un minimum de revenus, les retraités, les pensionnés, les petits fonctionnaires, sont obligés de faire des chaînes à peine imaginables pour pouvoir retirer leurs petites soldes, leurs petits avoirs, leurs petits pécules dans des postes qui ne sont plus capables d'assurer des liquidités. Est-ce que c'est un découlement logique de ce qu'a fait ce régime dans ce pays et donc des conséquences que nous commençons à payer, ou est-ce que c'est un coup fourré
d'un clan du régime contre le clan dominant pour le mettre en difficulté? Ben, écoutez, avant que je donne mon avis sur la question, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Ibrahim, effectivement, et vous au passage, Sidi Jamal. Est-ce que le régime a intérêt d'avoir des pouvoirs indépendants, pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif et pouvoir législatif? Ça serait que de se mentir ou de se cacher derrière son doigt que de dire que cette joute électorale va consacrer effectivement une Assemblée nationale puissante, une Assemblée nationale indépendante. Souvenez-vous, à la dissolution de l'APN, le président de l'APN a remercié le président de la République, le chef de l'État, pour cette décision de dissolution de l'APN. Dans d'autres cieux, dans d'autres pays, une telle décision assez importante va faire une polémique, une guerre politique entre un pouvoir législatif et un pouvoir exécutif d'une manière très, très importante. Et ça va créer un débat national. Du coup, donc, tous ces pouvoirs qui sont énoncés dans les règles d'une république qui se respecte ne sont que des appareils dans les mains de la police politique et du régime militaire et de l'état-major de l'armée. Maintenant, effectivement, les prix tous les prix, tous les produits, tous les besoins des Algériens ont augmenté. Seul l'Algérien, là je m'excuse de l'expression, كل شغلة غير الشعب اللي رخيص غير l'humain qui est رخيص. Et ça, هما اللي رخصوه مش شاب غالي عليهم. Oui, mais bien sûr. هما اللي يحاولوا يرخصوه، يحاولوا. Voilà. Ils essayent. Voilà. Tout a augmenté. Seul l'humain est dévalué dans son existence, dans sa vie quotidienne. Quand on voit le SMIC des Algériens, qui ne peut pas se permettre 2 kilos de viande blanche, qui est à 460 dinars. Pour une famille de 4-5 personnes, ça relève vraiment de la survie. Il pousse les... On a perdu Aïssa Rahmoun. Idirou sur cette question. D'abord, M. Rahmoun, juste un petit mot juste pour rebondir. Tout dépend de la Constitution, M. Maître Aïssa Rahmoun. Il y a des constitutions où le président de la République est en droit, il est couvert par la Constitution, de dissoudre l'Assemblée nationale, sans que ça fasse polémique. Ça peut faire polémique de manière politicienne, mais pas plus, pas moins. S'il est dans ses droits et dans ses attributions constitutionnelles. Ceci étant dit, mais ça on l'avait déjà prévu depuis longtemps, que cette histoire de... Parce qu'en face, depuis maintenant le gouvernement de M. Tebboune, ça depuis janvier, donc ça fait 16 mois, où il n'y a eu aucune politique qui a été pensée. Des pans entiers de la société virent vers la précarité, dans une partie de la classe moyenne et bientôt la classe moyenne supérieure. Oui. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'au-delà de la flambée des prix, il faut s'interroger pourquoi le gouvernement n'a pas mis en place au moins des petits boucliers d'amortissement. Je ne parle même pas des réformes structurelles. Quand vous voyez le ministre du Commerce, c'est en plus dans ses attributions ministérielles, qu'a-t-il fait? Rien. Il a promis de ne plus importer de viande rouge. Et là, Tebboune, à l'approche du Ramadan, vient de décider d'importer de la viande rouge. Oui. Et on vient de nous annoncer qu'ils vont importer cette fois-ci 20 000 têtes de bovins sur pattes. Ils ne vont pas ramener de la viande, ils vont ramener du bétail. 20 000 qui seront sacrifiés sur le territoire. Sur le territoire. Dans les abattoirs algériens. C'est toute une politique mal pensée, une politique qui n'a même pas été... Si vous voulez, ce gouvernement est atteint d'abord de par la qualité humaine de son... Je ne le connais pas. Le Premier ministre n'a pas de charisme, ce n'est pas un homme d'autorité. C'est 3-4 mois que le président, enfin que M. Tebboune était absent, au lieu d'occuper le champ médiatique, entamer, donner l'illusion de mettre la machine économique en marche, lui et M. Aïtali qui a été débarqué,
on peut les caractériser, pas d'incompétents, mais pire que ça, je veux dire. Vous pensez qu'il puisse exister quelqu'un au monde qui puisse redresser la situation en Algérie avec un tel régime, hein? Avec un tel régime, non. Avec un tel régime. Imaginez que je vous donne les meilleurs experts du Japon et des États-Unis réunis. Est-ce qu'il pourrait changer quelque chose? Non, tant qu'il n'y a pas de la légitimité du pouvoir qui doit être incarnée par des élections libres, avec, dans le cadre d'une constituante sûrement, quand on n'a pas les instruments pour réguler, et ces instruments et les représentants politiques qui passeraient par le suffrage universel auront la légitimité du peuple, oui, parce que les inégalités, elles seraient acceptées si elles sont légitimes. Si par exemple, l'État faillit et que le pouvoir est légitime et que le pouvoir dit ce que vous me demandez là, je le ferai dans 18 mois. Donc, cette conflictualité qui naît, elle sera acceptée. Et c'est là où on parle de conflictualité acceptée. Pardon, vas-y, Brahim. Mais il faut que les sacrifices soient répartis. Parce que non, tout à fait, non, tout à fait d'accord. Non, tout à fait d'accord, évidemment. Il ne s'agit pas par corporatisme ou par lobbying, parce que ça existe aussi. Ou d'affamer ceux qui ont déjà faim. Non, tout à fait, de laisser les autres. Non, c'est-à-dire pas. Je ne dis pas ça par électoralisme, Brahim, on l'a fait. Non. C'est que pour le salut de la nation, pour les plus précaires. Et puis quelqu'un de légitime, il pourrait demander à tout le monde de faire du sacrifier parce qu'il les gens accepteraient. Oui, parce qu'il est légitime à le faire. Absolument. Voilà. Vas-y, pardon. Je ne sais même pas s'il faut la qualifier de politique des rustines. Parce qu'on met rustine après rustine, la chambre à air explose ou éclate d'un côté, il y a un trou, boum, on essaye de mettre une rustine. Oui. La chambre à air est depuis des décennies pleine de rustines et on n'arrive pas à colmater. De toutes les façons, hélas, pour le peuple algérien, que l'Algérie est entrée dans un cycle de récession qui me paraît assez long, sur le plan social et économique. Pour prendre un mot de Raymond Aron, les Algériens n'ont ni billets dans la poche, ni beurre sur leur table. Ils ne trouvent rien sur le marché, ou quasiment rien. Parce qu'on a arrêté, pour des raisons financières, évidemment, l'importation de produits, y compris de première nécessité. Et nous le voyons aujourd'hui, mais est-ce que ce n'est pas non plus une politique délibérée de la part du pouvoir pour susciter des émeutes? La question que j'avais posée et que je vous remercie vous l'aviez posée. Ouais. Pour susciter des émeutes. C'est votre avis, Brahim? Je le pense. Je le pense. Pourquoi? Qui aurait suscité cela? Un clan au sein du régime? Vraisemblablement. Ou peut-être le régime en tant que tout pour dénaturer le Hirak? De toute façon, même si c'est un clan, l'autre en profiterait. L'autre en profiterait. Pour désamorcer, comme vous dites, le Hirak, pour tenter de désamorcer la révolution, on va créer des tensions sociales. Mais ça finirait par des émeutes. Oui, ça peut finir par des émeutes. Et à ce moment-là... c'est moins dangereux que le Hirak. Le pouvoir... le régime. Là, le régime, le pouvoir illégal, et je dis illégal de façon... D'une part, pour décréter un état d'exception, un état d'urgence. Donner la troupe éventuellement. Oui, éventuellement. Mais déjà décréter un état d'exception, et bien entendu, personne ne peut sortir dans la rue, occuper les espaces, etc. Et puis c'est moins menaçant des émeutes qu'un Hirak. Un Hirak, c'est légitime, c'est représentant d'une aspiration populaire à la démocratie. Par contre, les émeutes, c'est des jacqueries, c'est des... Idir l'a dit, y compris les classes moyennes supérieures ont régressé socialement. C'est-à-dire qu'il y a de vraies exigences sociales. En plus des pénuries qui reviennent. Les Algériens revivent les années 70-80 avec les pénuries multiples. Ah oui. Pénurie de pâtes, pénurie de lait, pénurie de tout. Après 20 ans de ripaille et de bambans. Voilà, d'abondance. Aujourd'hui, c'est en ce sens. La pénurie d'huile. C'est-à-dire, en plus de cela, le pouvoir illégitime prévoit de rationner l'eau potable.
Parce que les barrages sont quasiment vides. Voilà. Alors que la Constitution, l'article 63 de la Constitution garantit l'accès à l'eau potable à tout le monde. Or là, on va... certains pourront remplir, comme dans les années 70, leur piscine pour se baigner. D'autres vont être privés d'eau potable pour boire ou pour même faire leur vaisselle. Les perspectives sont sombres. Sans être nihiliste pour cette histoire d'eau, maintenant, si c'est à cause d'un phénomène naturel de réchauffement climatique, de sécheresse, etc., bon, on ne peut pas les accuser de tout et de rien par ailleurs. Ce que je veux dire aussi, c'est que quand Brahim dit ça pourrait être suggéré par une partie du pouvoir, qu'on pourrait aller à l'émeute éventuellement. Vous savez, ça c'était valable il y a 20 ans, 25 ans. Là, ça ne l'est plus. Ah bon? Ah, ça ne l'est plus. Ça l'est plus. Ils ne sont pas en mesure de le faire ou de le penser. Non, c'est pas ça. On a eu, figurez-vous, la culture de l'émeute sur les 15 dernières années, c'est énorme. La culture de l'émeute en Algérie, il y avait 12, 14 000, 15 000. On a 15 000 émeutes par jour. Sauf qu'elles étaient dispersées, qu'elles n'étaient pas simultanées. Voilà, c'est-à-dire 4, 5, 10, peu importe. Ça, c'est un. N'oubliez pas, le pacifisme algérien ne peut pas être rompu, même s'il pourrait y avoir des violences. Maintenant, comment après ça va les doper, comment elles peuvent aller en exponentiel, là, je pourrais souscrire. C'est juste, je termine, Brahim, pardon, c'est qu'on n'est plus dans le même contexte. On n'est plus dans le même contexte où ils pouvaient faire tout et n'importe quoi. Ces 2 ans de Hirak ont montré le pacifisme, il n'y a pas un carreau qui a été cassé. Et les jeunes ramassaient les bouteilles de plastique d'eau par terre pour rendre les rues propres. Et ça n'a pas de prix. Je ne pense pas qu'on puisse rentrer dans une stratégie d'affrontement. Le taux de chômage grimpe. Il grimpe sensiblement. Il était déjà au plus haut. Au plus haut. Et il grimpe encore. Avec cet argument-là, je peux le suivre. Voilà. Le taux de chômage grimpe beaucoup. La précarité explose. La paupérisation, c'est quasiment généralisé. Tout à fait. Toutes les familles crient famine. Et en plus de cela, l'impasse politique. Oui, d'une part. D'autre part, c'est que la révolution ne reçoit pas les réponses qu'elle veut recevoir. Elle a des exigences que le pouvoir... Le taux d'exaspération, voilà. Et je me permets... Le pouvoir n'accepte pas. De vous interrompre. Merci Brahim Younsi, merci Dir Nouroun, merci Aïssa Rahmoun que nous n'avons pas pu joindre de nouveau. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Silmiya, Silmiya, Khawa, Khawa, Khawa la khair, Salam.